Dans cet épisode, Lucille nous confie ce que c'est de s'effondrer, lentement, de continuer malgré tout, et de composer chaque jour avec une fatigue invisible, une maladie chronique et une anxiété persistante. Mais elle nous parle aussi de résilience, de ce qu'elle a compris d'elle-même, de la place qu'on s'accorde quand tout s'écroule, et de la lumière qu'on peut retrouver même par fragments. Lucille a choisi de parler pour celles et ceux qui vivent l'épuisement, l'incompréhension, le silence autour des maladies invisibles. En 2016, Lucille traverse un premier burn-out accompagné d'une dépression. Après des années à vivre uniquement pour le travail, 6 mois plus tard, elle pense avoir surmonté l'épreuve. Mais en 2018, de nouveaux troubles apparaissent, anxiété, dépression. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que sa première guérison était restée en surface, qu'un travail plus profond l'attendait. Pendant 5 ans, la vie semble reprendre son cours, jusqu'en 2023, où une nouvelle crise professionnelle la pousse à l'arrêt. Et cette fois, un diagnostic tombe, trouble anxieux généralisé. Puis, quelques jours après avoir quitté son emploi, des troubles de la vision surviennent. L'hospitalisation, les examens et enfin le diagnostic, sclérose en plaques. À travers son témoignage, Lucille nous parle de ce chemin sinueux, celui de l'anxiété, des tocs, de la peur de s'effondrer encore, mais aussi de sa transformation. Elle partage avec une rare sincérité comment sa maladie chronique a modifié en profondeur sa relation à elle-même, à la santé mentale, à l'héritage de l'enfance et à la vie en général. Un épisode qui explore les nuances de la guérison, les rechutes, les prises de conscience tardives et cette fatigue invisible que l'on apprend à apprivoiser jour après jour. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. J'ai fait un burn-out pour la première fois en 2016. Donc j'étais étudiante, en alternance, donc je travaillais dans une agence qui développait des applications et des sites web, 3 semaines et ensuite j'allais 1 semaine en cours et du coup, dans ce contexte-ci, j'avais des clients et donc mes clients en général, je continuais à échanger avec eux quand j'étais en cours. J'ai été aussi à la tête d'une association étudiante, qui organisait un événement qui s'appelle TEDx, donc où on a des conférences sur différents sujets, 1 fois par an et en plus de ça, je faisais mon mémoire de fin d'études et donc à un moment, toute ma vie, c'était travailler et ensuite quand je travaillais pas, je m'enfermais pour dormir et regarder la télé tellement j'étais fatiguée et je me rendais pas compte, en fait, que c'était un problème et les premières alertes que j'ai eues mentales, c'était 2 semaines avant l'organisation de mon événement. Hem, j'avais plus du tout envie de le faire. En fait, c'est un projet, je faisais déjà partie de la même association l'année d'avant, je veux dire et j'adorais ce projet et là, j'avais plus du tout envie, en fait, de le faire, quoi et le fait que je change de être super excitée d'organiser ce projet à plus du tout avoir envie de le faire, ça aurait dû être le premier signal en termes de mental, qu'est-ce qui s'est passé et ensuite physiquement, en fait, il s'est passé, je pense, 3-4 mois avant, après ce moment-ci, donc après l'événement où, j'étais toujours pas allée voir un médecin et je m'étais toujours pas rendu compte qu'il y avait un problème et en fait là, il y a eu une alerte physique, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir tellement mal au ventre que je pouvais plus rien avaler et donc un jour, je suis partie du travail parce que, je me disais: «Il y a un problème» et en fait, en arrivant chez le médecin, elle m'a posé plein de questions et je me suis mise à pleurer et en fait, c'est là qu'elle m'a dit: «Vous êtes en train de faire un burn-out». Donc j'avais 23 ans, donc c'était assez difficile. Je dirais que comment mon entourage a réagi, hem, ils étaient très inquiets pour moi et du coup, c'était difficile d'être autour d'eux parce que je sentais vraiment cette inquiétude, même si ça partait d'une bonne intention, ça me stressait encore plus et mon environnement professionnel, ils ont pas vraiment réagi, en fait. Ils ont considéré que c'était quelque chose qui était personnel. C'est vrai qu'il y avait une part de personnel, c'est-à-dire qu'il y avait une part où j'ai voulu prendre trop de choses et faire trop de choses et toute ma vie, c'était le travail et c'est sûr qu'il y avait une part de personnel, mais il y avait aussi certaines choses qui n'allaient pas dans mon entreprise. Il y avait un énorme turnover et ça, je trouve, ça n'a pas assez été pris en compte à ce moment-là. Du coup, j'ai fait 2 burn-out. Maintenant, je suis capable de le dire. J'en ai fait un en 2016, donc qui était dû à trop de choses, à mettre toute ma valeur dans le travail et cetera et à la suite de ce burn-out, en fait,
J'ai été mise sous antidépresseurs, j'ai vu une psychologue, j'allais mieux. 1 an et demi après, je me suis retrouvée pour des raisons totalement différentes qui n'avaient rien à voir avec le travail, à être traitée pour de l'anxiété et de la dépression. Et c'est à ce moment-là, donc 1 an et demi après mon burn-out, que je me suis dit: «Il faut vraiment que quelque chose change». Donc là, j'ai réfléchi à faire une reconversion professionnelle, j'ai, expérimenté avec certaines choses et c'est là où je suis vraiment allée plus loin que juste, c'est quelque chose qui vient de m'arriver et et ça va soigner en 6 mois. Donc je me suis dit: «Il faut que quelque chose change» et en fait, ensuite, en 2023, oui, 2023, j'étais dans une entreprise où il y a eu pas mal de soucis, économiques, donc il y a eu des licenciements économiques et même si j'adorais mon travail, les choses, en fait, se sont dégradées, l'ambiance s'est dégradée dans l'entreprise et je m'entendais plus avec ma manager. J'ai commencé à avoir des soucis avec mes collègues et tout ça a fait que j'ai eu de nouveau énormément d'anxiété. J'ai pas voulu aller un matin, j'ai pas réussi à aller au travail et en fait, mon médecin m'a soufflé un peu le mot burn-out, mais je voulais absolument pas en entendre parler. C'est-à-dire que pour moi, un burn-out, c'était forcément quand tu travaillais trop, ce que je sais que maintenant, il y a plein de raisons pour les burn-out. Et là, c'était plus un burn-out pour ce qu'elle m'expliquait émotionnel. C'est-à-dire que ma l'ambiance de l'entreprise plus ma manager qui me mettait beaucoup la pression parce qu'elle avait aussi beaucoup l'impression aussi, mais bon, c'est pas forcément une excuse, ont fait que émotionnellement je me sentais pas bien et je me disais que c'était moi qui devais changer, c'était moi qui devais m'améliorer dans cette situation plutôt que de me dire: «Bah, en fait, genre quitte le navire, en fait. Entreprise, ça fait pas si longtemps que ça que tu y es, tu pas énormément d'attaches, de loyauté envers eux et puis ta santé mentale est plus importante. Si tu ne t'y retrouves pas, si tu as l'impression de ne pas être toi dans cette entreprise et que en fait, ça a un impact négatif sur ta santé mentale, pars». Mais j'ai pas réussi à me dire ça. Donc ce qui m'a permis de tenir, je pense, entre ces 2 burn-out, c'est qu'il y a quand même eu des moments où je me suis sentie vraiment très bien et où je me suis considérée guérie et en fait, c'est quand je me suis retrouvée dans un environnement de nouveau difficile que je me suis rendu compte que j'étais pas allée assez loin dans mon travail de fond, dans le sens où entre mes 2 burn-out, j'étais dans une entreprise que j'adorais, ils étaient vraiment incroyables. Quand ça allait pas bien, je pouvais prendre du temps, personne ne me faisait culpabiliser. J'étais vachement je sentais que j'avais de la valeur, que le travail qu'il y avait je devrais pas dire j'avais de la valeur parce que ma valeur, elle vient pas de mon travail, mais c'était comme ça que je le vivais et je sentais qu'ils voyaient la valeur dans ce que je faisais, la valeur de mon travail, qui j'étais en tant que personne et du coup, ça se passait très bien et en fait, quand je me suis retrouvée dans un environnement de nouveau challengeant et en vrai, ça peut arriver parce que même dans la meilleure des entreprises, il peut y avoir des moments difficiles où l'ambiance, l'atmosphère change. Et donc, quand j'ai changé d'entreprise et que je me suis je me suis retrouvée dans un environnement challengeant, bah, je me suis rendue compte, en fait, que j'avais pas vraiment fait le travail de fond parce que je me suis laissée happer par cet environnement, happée par, certaines choses qui devenaient toxiques, en fait et j'ai fait de nouveau un burn-out et ça a été super difficile et ce qui m'a aidée à remonter la pente petit à petit, j'allais dire je pense, mais même j'en suis sûre, c'est d'être super bien entourée. Pour mon premier burn-out, je m'étais énormément isolée, je voyais plus personne. Mais quand j'ai fait mon burn-out, j'ai quand même eu le courage de le dire à 1 ou 2 personnes qui m'ont vraiment soutenue, entourée. Et là, la deuxième fois, j'ai eu de la chance que mon conjoint était vraiment très présent et que comme c'était la santé mentale, on en parlait beaucoup plus dans ma famille, j'ai pu plus le dire aux gens et être ouverte avec ça, en sachant que je me suis pas rendu compte tout de suite que je faisais un burn-out, donc j'ai eu de l'anxiété, j'ai été mise en arrêt 2 mois. Je suis revenue 2 semaines dans mon travail pour partir, en fait et quand je suis partie, je suis revenue, ouais, 2 semaines dans mon travail, c'est ça et quand je suis partie, 3 jours après que j'étais partie, j'ai été hospitalisée parce que je voyais double et donc en fait, j'ai pas réalisé tout de suite que j'avais fait un burn-out, que j'avais eu énormément de stress, heu, avant, en fait, d'avoir des signaux physiques qui m'ont dit que j'étais allée trop loin et ces signaux physiques qui ont vraiment eu un impact dans ma vie puisqu'en fait, j'ai appris 6 mois après cette hospitalisation, que j'avais la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien avec le stress, mais on ne sait pas si le stress
peut avoir un impact sur la sclérose en plaques ou si la sclérose en plaques a un impact sur le stress. Pour moi, c'était clair que, vu comme je me suis maltraitée mentalement, vu comme émotionnellement, vu comme j'ai été dure avec moi-même pendant des mois, c'était clair que le stress a déclenché la sclérose en plaques. En tout cas, moi, dans ma vision de ma maladie, ça, c'est très personnel. Hem Et du coup, donc elle est entrée dans ma vie, un jour, j'ai vu double, après quelques jours, j'ai été hospitalisée parce qu'en fait, j'ai vu un médecin, je suis allée aux urgences, mais comme, la seule chose, c'était que je voyais double et on voyait quand on faisait les tests que je marchais un peu de biais à gauche au lieu de marcher droit, mais c'était rien qui inquiétait et puis au bout de 5 jours, en fait, j'ai quand même été hospitalisée en neurologie et là, j'ai eu un peu peur parce qu'on m'a dit: «Il faut qu'on vérifie que ce soit pas un AVC, une tumeur, un cancer et cetera». Donc c'était assez stressant et en fait, j'ai pas eu le diagnostic tout de suite puisque la sclérose en plaques, donc c'est une maladie, neurologique auto-immune. Donc c'est-à-dire que nos lymphocytes, nos propres globules blancs se retournent contre, notre organisme. En fait, ils pensent que certaines de nos cellules sont un virus et du coup, ils attaquent donc la myéline, donc le les tissus nerveux qui se trouvent autour de la colonne vertébrale et ils attaquent aussi, le cerveau et donc en fait, moi j'ai eu une lésion. Donc une lésion, je sais pas comment l'expliquer puisque je suis pas vraiment médecin, mais sur les IRM, ce qu'on voit et ce qu'on m'a montré, c'est une tache blanche qui a créé en fait ces problèmes de vision. Donc j'ai comment on fait le diagnostic d'une sclérose en plaques? Donc déjà, c'est les signes cliniques, mais ensuite, c'est aussi ce qu'on voit sur les IRM. Donc moi, j'avais une lésion et en fait, pour qu'il y ait un diagnostic de posé, il faut qu'il y ait au moins 2 lésions à des endroits, différents du cerveau et ou de la moelle épinière, ce qui n'était pas mon cas. Encore une fois, je ne saurais pas l'exprimer et l'expliquer en termes, d'un médecin. Donc voilà ce que moi j'en ai compris. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et ensuite on fait aussi une ponction lombaire. Donc on regarde le liquide, qu'il y a dans la moelle épinière et dans mon cas, il y avait une présence de globules blancs, ce qui est pas normal. Normalement, il y a pas de globules blancs. Donc on avait plusieurs, critères qui étaient cochés pour diagnostiquer la sclérose en plaques, mais il en manquait quand même un. Donc on m'a dit: «Rentrez chez vous et revenez dans 6 mois pour un contrôle et si on voit rien sur le contrôle, on refait un contrôle 1 an après et ensuite on n'en parle plus, quoi». Pour ce qui est de ma vision double, au début, c'était vision double et ça tanguait pendant une semaine et donc on m'avait dit: il faudra faire des corticoïdes». Enfin, c'était pas obligatoire, rien n'est obligatoire, mais voilà, en général, dans ce cas-là, on fait des bolus de corticoïdes assez forts pour faire redescendre l'inflammation. Dans mon cas, en fait, au bout d'une semaine, ça tanguait plus. Donc j'avais toujours la vision double, mais vu que ça tanguait plus, ce qu'on s'est dit, ça veut dire que c'est déjà en train de s'améliorer et les corticoïdes ne vont pas avoir d'effet additionnel. Donc je suis rentrée chez moi et pendant 1 mois, je voyais double la journée. C'était pas On va dire que le côté positif, s'il y en a un, c'est que ça m'a forcée à ralentir, mais sinon, il y en a pas d'autres, hein, soyons honnêtes et encore 1 mois après, donc je voyais double environ 10 à 20 minutes quand je me réveillais le matin. Donc ça, c'est apparemment dû à la température du corps et cetera et ensuite c'est complètement parti. Aujourd'hui, j'ai plus de séquelles, je suis allée revoir mon ophtalmo et cetera, tout va bien. Donc voilà, donc j'ai pas été diagnostiquée tout de suite et en fait, quand j'ai été diagnostiquée 6 mois après, je n'avais pas de symptômes. Donc quand il y a des symptômes, c'est ce qu'on appelle une poussée. Donc j'avais pas de symptômes et en fait, sur mes IRM, il y avait une deuxième lésion et c'est ça qui a posé le diagnostic. Mais du coup, je m'attendais absolument pas. En plus que dans mon cas, j'avais demandé au radiologue tellement j'étais stressée, c'était avant un week-end, de me dire s'il voyait quelque chose. Il avait dit non. Du coup, je suis arrivée chez le neurologue en me disant: tout va bien, quoi» et c'était pas le cas. Mais bon, c'est comme ça arrive. Sur le coup, ça a été très difficile. Hem, c'est pour moi, ma vie s'effondrait, surtout que je connaissais absolument rien à la sclérose en plaques. La seule chose à laquelle je pensais, c'était, je vais finir ma vie dans un fauteuil roulant et c'était très, très difficile pour moi. Depuis, j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est-à-dire que, j'ai un traitement aujourd'hui, hem et je vais très bien depuis 1 an et demi, donc touchons du bois comme on dit pour que ça continue à bien se passer. Mais
on va dire qu'en fait, aujourd'hui, avec les avancées de la médecine, et cetera, mes neurologues m'ont dit: «On essaie de changer la vision que les gens ont de la sclérose en plaques, parce qu'on peut bien vivre aujourd'hui avec la sclérose en plaques». C'est pas le cas de tout le monde, c'est individuel, il y a autant de sclérose en plaques que de patients, donc surtout, si quelqu'un qui écoute a la sclérose en plaques, vous dites pas: «Elle est mignonne celle-là», parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, je me suis aussi rendu compte qu'il y a des gens qui vivent avec un traitement, qui sont pas du tout en fauteuil roulant et ça, je le savais pas du tout, en fait, qui ont une maladie invisible, à proprement parler. Cette maladie, ce qu'elle change dans mon quotidien, physiquement, on va dire que c'est surtout, j'ai la sensation d'avoir plus de fatigue. Est-ce que c'est le traitement ou la sclérose en plaques en soi? Je sais pas. Mais du coup, je dois mieux gérer ma fatigue. J'ai la chance de vivre avec mon conjoint et de travailler à mon compte, donc c'est des choses que je peux gérer. Je pense que mentalement, après 1 an et demi, j'ai plus la sensation d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête, qui était quand même le cas au début. Mais voilà, c'est sûr que j'ai un traitement que je prends 2 fois par jour et je peux pas l'oublier. Et puis 1 fois par an, donc j'ai mes examens de contrôle qui arrivent d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a quand même un aspect mental en le sachant qui fait que je fais plus attention et je protège plus, pardon, mon énergie. C'est-à-dire que je vais pas avoir de scrupule à annuler quelque chose si je sens que je suis épuisée, hem, en préventif et ça, c'est hyper individuel. Il y a des gens qui ont rien changé dans leur vie. Moi, j'ai changé, mon alimentation pour une alimentation anti-inflammatoire, je gère beaucoup mieux mon stress, je fais attention à mon énergie. Ça, c'est super individuel, chacun ses choix. Voilà, aujourd'hui, c'est les miens et je pense que c'est un truc que j'ai aussi vachement appris dans cette maladie et pour toutes les maladies invisibles et la vie en général, respecter les choix des autres. Chacun fait de son mieux, chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour soi et c'est important de respecter ça, chez nos proches. Comment je fais pour cohabiter avec ma maladie? Bah, déjà, moi, j'ai une vision. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Je me bats contre la sclérose en plaques» et cetera. Moi, c'est vrai que c'est pas ma vision, simplement parce que, je considère que c'est pas une maladie extérieure, mais c'est un dérèglement de mon corps, je sais pas pourquoi, qui se retourne contre moi. C'est très dur ça à accepter au début, mais donc moi, comment je le vois, c'est je dois prendre soin de mon corps, soigner mon corps pour le guérir. Donc c'est comme ça que je cohabite en me disant: «J'ai pas l'impression que c'est une maladie, quelque chose d'externe, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un dérèglement de mon corps, et donc il faut que j'en prenne soin et que je prenne soin de moi et de ma santé». Ressources et pratiques, celles qui, si j'y pense comme ça, celles qui m'ont le plus aidée, c'est la cohérence cardiaque. Donc quand on respire, 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire pendant 5 minutes. Ça, je le fais plusieurs fois par jour quand j'en ressens le besoin. Tout ce qui est, yoga, stretching et cetera, tout ce qui me permet de me reconnecter à mon corps et tout ce qui permet de me reconnecter dans le moment présent. Donc la méditation, marcher et cetera, me rendre compte que dans le moment présent, tout va bien et qu'il y a des choses, dont je peux profiter dans le moment présent, super important et puis surtout, demander de l'aide, en parler et bien s'entourer, que ce soit par des professionnels de santé, mais aussi, dans sa vie de tous les jours et trouver des gens qui vont pas nous juger et qui vont être là pour nous et moi, j'ai énormément de chance que ça a renforcé plusieurs de mes relations avec mon conjoint, avec ma maman et j'ai aussi laissé partir des amitiés après mon diagnostic, mais ça a laissé l'espace pour de nouvelles amitiés où vraiment je me sens soutenue, comprise, écoutée, c'est génial, quoi. Bien sûr que si j'annule quelque chose, si je peux pas faire quelque chose, si je peux pas venir, mes proches, ils vont être frustrés et je leur dis: «Il y a pas de souci que vous soyez frustrés, ça montre que, bah, vous enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous que je sois là. Moi aussi, je suis frustrée, donc je le comprends. Par contre, j'ai aussi mis des limites plus fortes, c'est-à-dire que me faire culpabiliser, non, quoi. Enfin, je veux dire, je fais de mon mieux avec un diagnostic qui est quand même, important et donc ça, c'est important que les gens de mon entourage le respectent. Une fois que j'ai eu mon diagnostic, ça a fait énormément baisser mon anxiété. Donc il faut savoir qu'avant du coup d'avoir ma vision double, donc j'étais en arrêt, j'étais en train de faire un burn-out, j'avais énormément d'anxiété et donc j'avais vu un psychiatre qui m'avait dit: «Vous avez des troubles anxieux généralisés». Je savais, j'ai toujours su que j'avais des troubles, enfin j'avais de l'anxiété plus élevée que la normale, plus élevée que beaucoup de personnes autour de moi, mais j'avais jamais eu un diagnostic, j'étais jamais allée chercher un diagnostic. Donc ça aussi, ça a été très dur et en fait, quand j'ai eu mon diagnostic de la sclérose en plaques, bah, dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est passé où je me suis dit: «En fait, le pire truc qui pouvait t'arriver, t'est arrivé et maintenant on fait quoi?» Et apparemment, ça arrive de temps en temps à des gens qui ont un diagnostic, une maladie, une nouvelle difficile
Et ça a été mon cas. Donc sur ça a été positif parce que j'ai énormément moins d'anxiété au quotidien. Si j'en ai aujourd'hui, c'est quand je vais être très fatiguée ou j'ai trop de stress et cetera, et ça va s'exprimer à travers des TOC. Donc par exemple, quand je pars de chez moi, je vais avoir des TOC du style, de vérification. En fait, c'est même pas du style, ce sont des TOC de vérification, donc où je vais, tout vérifier plusieurs fois. Je laisse mon chat chez moi, je veux rien qui lui arrive, donc je vais vérifier les plaques, je vais vérifier que la bouilloire soit débranchée et cetera. C'est assez libérateur d'ailleurs d'en parler parce que je pense que beaucoup de personnes ont de TOC mais en parlent pas, parce que, on sait pas ce que c'est. Mais voilà, donc moi, c'est ça, et les émotions et sensations dominantes, c'est qu'en fait, je me dis: «Si je fais pas quelque chose, il va y avoir un drame», et pour moi, un drame, en général, dans mon esprit anxieux, c'est quelque chose qui est lié à ma propre mort ou la mort de quelqu'un que j'aime. Et donc voilà, donc moi, c'est autour de ça, et tous mes tocs de vérification, c'est justement pour éviter que quelque chose arrive. Je me dis: «Si je fais ça, ça n'arrivera pas». Comme aujourd'hui, je me sens vraiment mieux mentalement, à la suite de mon diagnostic, à la suite de pas mal de choses que j'ai mis en place aussi pour la gestion du stress, mais aussi j'ai changé mon alimentation, je fais du sport différemment, je prends certains compléments alimentaires, et c'est tout des choses, je sens, qui ont eu un impact sur mon bien-être général et aussi sur ma santé mentale. Donc vraiment pas sous-estimer quand on souffre au niveau de sa santé mentale, pas sous-estimer aussi, le physique, parce que vraiment moi, je me suis rendu compte que tout est lié. Donc ça, déjà, ça a aidé, et ensuite aujourd'hui, mes stratégies, ça va être beaucoup la respiration justement. Donc il y a la cohérence cardiaque, mais il y a aussi la respiration, 4-6-7, je crois que ça s'appelle, où en gros, on inspire moins qu'on expire, et ça aide aussi à évacuer, le stress du corps, et après me parler, en fait, me dire: «Je sais que tu as énormément d'anxiété, mais c'est OK, quoi». C'est je sais pourquoi j'ai de l'anxiété, je sais d'où ça vient, je sais que c'est à la suite de choses difficiles que j'ai vécues, donc je le comprends et je m'en veux pas, je culpabilise pas. Donc aussi me parler un peu, parler à mon enfant intérieur, parler à, en fait, cet enfant qui a vécu certaines choses et qui font qu'aujourd'hui, je sens ça. Ça m'aide énormément, et je me sens, ouais, super entourée et comprise. Je crois que j'ai énormément de chance parce que mon conjoint a malheureusement aussi eu, des soucis de santé mentale, et du coup, je me sens hyper comprise. Je dis pas que des fois, il perd pas patience ou des choses comme ça, mais il y a vraiment toujours de la compréhension, du respect, de l'amour et de la communication, et ça, c'est super important. C'est vraiment très, très important. Il faut comprendre que les gens, quand vous faites un burn-out, quand vous avez de l'anxiété, quand vous avez une sclérose en plaques, ils comprendront jamais. Ils sont pas à votre place. À la limite, s'ils ont vécu la même chose, ils vont sûrement comprendre un peu mieux, mais ils comprendront pas. Mais ne pas comprendre, ça ne veut pas dire ne pas respecter, ne pas entourer, ne pas soutenir, ne pas, avoir de la compassion et de l'empathie. Souvent, les gens, on dirait qu'il faut qu'ils comprennent pour pouvoir vous exprimer tout ça. Non, si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous voyez comment ils sont, vous les écoutez, et vous êtes quand même capable de les soutenir. Donc ça, c'est hyper important, je pense. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi à travers ce parcours? Ça me rend émotive un peu rien que d'en parler. Donc là, quand j'enregistre, ça fait 2 ans. J'ai eu ma On est le 5 septembre. J'ai eu ma vision double le 4 septembre. Donc ça fait 2 ans, et je dirais que ce que j'ai appris, c'est que je suis beaucoup plus forte que ce que je pense, et je suis capable de réaliser tout ce que j'ai envie dans la vie. Je veux dire, j'étais claustrophobe, j'avais jamais jamais fait d'IRM. Hem Maintenant, je dis pas que c'est une expérience agréable, mais je sais que je suis capable de le faire, et j'arrive même à me détendre des fois dans l'IRM. Oui, oui, c'est possible. Avec la musique, des fois, je rentre un peu dans un état méditatif. Je dis pas que c'est ce que je préfère, loin de là, mais c'est fou déjà d'arriver à le faire, et à le faire comme ça. Je détestais les prises de sang, là, j'en ai régulièrement. Bah, on s'habitue. On s'habitue à tout aussi, ça, c'est autre chose. Alors, c'est pas forcément positif de s'habituer à tout quand on s'habitue à des choses négatives pour, notre santé mentale ou physique, émotionnelle. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même agréable de se rendre compte qu'on s'habitue, à ces choses-là. Une autre chose qui est hyper importante pour moi, et je pense que c'est lié au message que j'ai envie de transmettre aux autres personnes qui vivent un burn-out, une maladie invisible ou qui ont une santé mentale fragile,
c'est que on peut toujours s'en sortir. On va tomber, on va avoir des moments vraiment difficiles, mais c'est hyper important d'avoir cette croyance qu'à la fin de la journée, on va réussir à s'en sortir. C'est une croyance qui m'a vraiment poussée et qui est importante pour moi, et aussi que la croyance que ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait aussi. Hem Et je dirais pas que c'est le cas pour tout. Je sais qu'il y a certaines choses, je suis pas d'accord quand on dit, «Tout arrive pour une bonne raison», parce qu'il y a certaines choses, j'ai du mal à comprendre. Après, par contre, je pense qu'on peut sortir du positif des choses qui nous arrivent, et moi, ça a été mon cas, et même si j'aurais aimé ne pas avoir la sclérose en plaques, ne pas avoir ce diagnostic, je sais pas si j'aurais été capable de changer ma vie comme je l'ai fait. Enfin, je veux dire, à la suite du diagnostic, j'ai changé tellement de choses dans ma vie, je me sens tellement mieux dans mon corps, j'ai perdu 10 kilos. C'était pas mon but de perdre du poids. Mon but, c'était de me sentir mieux dans un corps en bonne santé, et ça a été le cas. J'ai lancé mon entreprise. C'est un projet, j'avais l'idée depuis longtemps. J'avais déjà un peu coaché justement des personnes qui avaient fait des burn-out, ou qui avaient eu un cancer du sein, à reprendre le chemin du travail, que ce soit dans leur entreprise actuelle ou dans une autre, ou en faisant une reconversion. Et là, je me suis dit: «En fait, j'ai envie de vivre ma vie à 100. Je sais pas ce qui peut arriver demain, donc go, je lance ce projet», et ma vie est tellement meilleure depuis que j'ai la sclérose en plaques. Parce que ce diagnostic a changé quelque chose de profond en moi. Avant ce diagnostic, je je vivais pas, en fait. Enfin, j'étais spectatrice de ma vie, et ce diagnostic, ça m'a réveillée, et donc d'une certaine manière, ça m'a sauvée, et c'est super dur, et je sais que des fois, quand je partage ça avec d'autres gens qui ont la sclérose en plaques, ils me disent: «Mais c'est une maladie tellement horrible», surtout les gens qui l'ont, et en fait, encore une fois, je dis: individuel, c'est individuel, et moi, c'est mon expérience aujourd'hui. J'espère que ce sera mon expérience pendant longtemps. J'espère que je vais avoir la chance de faire partie de ces personnes qui ont une seule poussée dans leur vie, parce que des fois, c'est ça aussi la sclérose en plaques, et qui n'ont plus rien après, mais en attendant, je vais vivre ma vie à 100, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, en fait. Et du coup, oui, j'ai un accompagnement, donc aujourd'hui, que j'ai créé à la suite de toutes mes expériences et du travail que j'avais déjà fait avec certains clients et clientes, qui s'appelle la renaissance. Donc le but, c'est de complètement, reconstruire sa vie professionnelle. Donc le but, c'est un accompagnement de 12 semaines, c'est de pouvoir retrouver une relation sereine avec le travail, et du coup, créer en fait son projet et le réaliser, son projet de vie professionnelle rêvé. Et donc le but de ce programme, c'est non seulement, c'est pour les personnes en burn-out majoritairement, et le but, c'est de non seulement décider ce qu'on fait après son burn-out. Est-ce qu'on reste dans son travail, mais on change d'équipe? Ou est-ce qu'on reste dans ce travail, mais on change, on aménage d'autres choses? Est-ce qu'on change d'entreprise? Est-ce qu'on fait une reconversion? Donc c'est d'accompagner les personnes jusqu'au bout de ce travail, que ce soit la décision de la reconversion, le processus de chercher un nouvel emploi, passer des entretiens, et cetera. Mais c'est aussi et surtout poser des bases et acquérir des compétences qui font que, peu importe si demain on se retrouve dans une entreprise et pour une raison X ou Y, ça se passe pas bien, on a un nouveau manager, ça se passe pas bien, il y a des licenciements économiques, l'ambiance est plombée, et cetera. On est capable de s'affirmer, de poser ses limites, et d'avoir confiance en soi pour savoir qu'on peut retrouver un travail, on peut, retrouver et continuer à chercher une vie professionnelle épanouie. Donc c'est vraiment avoir cette confiance que, peu importe quel travail on fait plus tard, hem, on arrivera à s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc c'est super important pour moi, et là, je lance aussi une communauté, qui s'appelle, «L'éclosion», et en fait, le but de la communauté, c'est justement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément le budget de faire un coaching comme la Renaissance, que ce soit coaching de groupe ou coaching individuel, et donc j'ai aussi créé cette communauté, où c'est 25 € par mois. Elle va se lancer là le 11 septembre, et le but, en fait, c'est d'avoir une communauté où on peut se retrouver entre femmes qui font un burn-out. Donc on peut se retrouver en ligne, mais le but aussi, c'est d'évoluer à ce qu'on puisse se rencontrer en physique, puisque, par exemple, si vous faites un burn-out et vous êtes à Nantes, et il y a une autre personne de la communauté qui disait: «Ah, moi j'habite à Nantes», bah, le but, c'est que vous puissiez aussi vous retrouver en physique, vous soutenir, et cetera. Après, donc le but, c'est qu'il y a un thème chaque mois, justement, pour pouvoir avancer sur les différentes étapes de sa reconversion. Donc
c'est pas aussi, personnalisé et c'est pas aussi condensé que 12 semaines, mais c'est vraiment quand même pour pouvoir avancer ensemble sur, par exemple, je reviens de mon arrêt, comment est-ce que je négocie, revenir de mon arrêt, enfin pour aménager, aménager mon poste, aménager mon temps de travail. Qu'est-ce que je fais demain si je veux faire une reconversion? Comment je fais? Ah, j'ai besoin de trouver un autre travail, je sais pas où démarrer. Enfin, toutes ces questions. Puis aussi il y a beaucoup de sujets sur, comment est-ce qu'on gère ses collègues, comment on met des limites avec ses collègues, avec son manager, et cetera. Donc c'est tous les sujets qu'on aborde. Et ensuite, la troisième chose, c'est faire intervenir des experts et des expertes dans leur domaine. Donc, par exemple, psychologue du travail, avocate spécialisée en droit du travail, et cetera, pour pouvoir poser ces questions une fois par mois à, un ou une experte différente. Donc voilà, donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur aussi parce que, quand j'étais étudiante, je ne pouvais pas me payer un coaching et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment celles qui sont en arrêt maladie et donc ça me tenait à cœur de faire quand même une communauté, qui puisse être plus accessible financièrement et donc c'est cette communauté, l'éclosion à 25 € par mois. Et pour moi, bah, c'est super important parce que c'est le fruit de tout ce qui m'est arrivé depuis 2016, donc c'était il y a 9 ans, donc la fin d'un cycle et c'est transformer ce qui m'est arrivé de négatif en quelque chose de positif et vraiment que les personnes puissent apprendre de mon expérience, non seulement personnelle, mais aussi professionnelle puisque je me suis aussi formée en tant que coach. J'ai travaillé dans des entreprises sur ces sujets et cetera. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir, transmettre et que ça permette à d'autres personnes, en fait, de aussi transformer leur vie après leur burn-out, vraiment en pérenniser leur guérison sur le long terme et s'épanouir dans leur travail. C'est super important pour moi. Donc j'espère que les personnes qui écoutent ça aujourd'hui en ressortiront avec quelque chose et qu'elles se diront aussi: «Si moi je suis pas là aujourd'hui, pourquoi, je fais que pleurer? Ça fait 1 an que j'ai un diagnostic et tout». C'est OK en fait. Comme je disais, c'est OK. Chacun son rythme, on se compare pas. Chacun a ses étapes. Il y a des gens qui vont rebondir très vite, il y a des gens qui vont mettre du temps à rebondir. C'est pas grave. Franchement, enfin, c'est normal. Chacun son expérience et le plus important, c'est de garder en tête qu'on peut s'en sortir, peu importe le temps que ça prendra.